Bonjour, dans ce nouvel épisode de PathoBet Online, je vous propose de discuter des associations d'antibiotiques et d'évoquer notamment l'ensemble des arguments en faveur mais aussi en défaveur de cette pratique en médecine vétérinaire. La question du recours aux associations d'antibiotiques en médecine vétérinaire peut faire partie de l'ensemble des questions qu'un vétérinaire peut se poser avant toute prescription d'antibiotiques. L'absence de nouvelles molécules dans un court terme et dans un arsenal déjà limité par l'émergence de bactéries résistantes peut être un facteur favorisant à cette pratique. Toutefois, il est indispensable de se poser la question de la compatibilité de cette pratique avec l'ensemble des dernières recommandations émises ces dernières années. En particulier, le plan Éco-Antibio 2012-2017 qui vise à un usage raisonnable des antibiotiques par une diminution de 25% de leur consommation en France et pendant cette période. D'autre part, les dernières recommandations qui ont été émises au travers d'une nouvelle réglementation évoquent le recours aux associations d'antibiotiques seulement au travers d'une seule phrase, parue dans l'arrêté des bonnes pratiques d'utilisation de ces antibiotiques, qui stipule que l'utilisation d'associations d'antibiotiques n'est pas recommandée et en cas d'absolue nécessité, elle doit être réfléchie et justifiée. Nous allons donc voir pourquoi ces associations doivent être justifiées et pourquoi ne sont-elles donc pas recommandées. Pour cela, nous allons aborder l'ensemble des critères de choix des antibiotiques en médecine vétérinaire et nous allons commencer par les critères bactériologiques, autrement dit l'activité des antibiotiques vis-à-vis des bactéries. Un des premiers arguments d'ordre bactériologique en faveur du recours aux associations d'antibiotiques pourrait être l'élargissement du spectre. Cet élargissement du spectre peut se justifier dans le cadre d'infections polymicrobiennes. Toutefois, il est important de se rappeler que ces infections polymicrobiennes sont généralement rares et sont plutôt issues d'une surinfection bactérienne. La justification de l'élargissement du spectre peut aussi avoir lieu dans le cas d'un pronostic vital engagé, en l'absence de résultats d'identification bactériologique et donc en situation d'urgence. Il s'agit donc d'une antibiothérapie dite probabiliste. Toutefois, il faut aussi avoir en tête que de nombreuses données épidémiologiques rapportent les principales espèces bactériennes responsables des principales affections bactériennes, en particulier chez les bovins. Et d'autre part, l'arsenal thérapeutique du vétérinaire aujourd'hui comprend de nombreuses molécules dont le spectre est qualifié de large à très large et finalement relativement peu de molécules à spectre étroit. Qu'en est-il des associations et des mécanismes de résistance? Ces associations sont-elles en faveur de la sélection de bactéries résistantes ou au contraire permettent-elles de limiter ces phénomènes? On sait depuis de nombreuses années que les antibiotiques exercent une pression de sélection vis-à-vis d'une sous-population de mutants résistants au sein d'une population bactérienne. Il est donc raisonnable de pouvoir penser que la probabilité que cette sous-population de mutants résistants soit à la fois résistant à deux antibiotiques sera d'autant plus faible. C'est notamment cet argument qui est utilisé en médecine humaine dans le traitement de certaines infections dues à des bactéries dont la sensibilité est connue pour être très faible. Toutefois, ce n'est pas tant la sélection de mutants résistants qui peut poser problème que l'impact des antibiotiques sur la flore commensale. En effet, il est clairement établi aussi que l'utilisation d'antibiotiques peut permettre de favoriser le transfert de mécanismes de résistance à partir de la flore commensale vers des bactéries pathogènes. C'est cet impact que l'on craint la plupart du temps en ayant recours aux associations d'antibiotiques et en témoigne le retrait récent des associations à base de colistine administrées par voie orale. Cet impact sur la flore commensale reste tout de même relativement moindre lorsqu'on utilise des antibiotiques par voie injectable. Maintenant, considérons que nous pourrions associer des antibiotiques pour augmenter l'efficacité. Les antibiotiques deviendront-ils donc plus forts? L'union fait-il donc la force? Les lois de Jabez, déterminées en 1952, ont permis de mettre en évidence que l'association d'antibiotiques in vitro pouvait avoir pour conséquence d'obtenir soit une indifférence, soit un phénomène additif, soit un phénomène synergique ou encore un antagonisme. Parmi les quatre, il est évident que l'antagonisme n'est pas souhaitable. Ce que l'on cherche à minimum est un effet additif ou, au mieux, un effet synergique. Ces règles sont anciennes, établies avec des antibiotiques également anciens, et sont très générales. L'inconvénient majeur de ces règles est qu'elles ont été déterminées in vitro et qu'elles ne présagent donc pas des concentrations
obtenus in vivo de ces mêmes antibiotiques. Par ailleurs, elles ont également l'inconvénient d'avoir certaines exceptions qui sont difficiles à appréhender pour le vétérinaire praticien dans son quotidien. Les règles dont JAVETS ont été enrichies par de nouvelles connaissances qui concernent essentiellement la pharmacodynamie des antibiotiques. En particulier, nous avons découvert que certains antibiotiques pouvaient avoir un comportement concentration dépendant, alors que d'autres peuvent avoir un comportement temps dépendant. L'intégration de ces nouvelles données dans les études des associations a permis d'établir de nouvelles règles qui restent encore une fois très générales et qui restent aussi très limitées par le fait qu'elles ont été établies in vitro. Encore une fois, elles ne présagent pas de la présence des deux antibiotiques au foyer infectieux et ce de façon simultanée, ni de la présence de ces deux antibiotiques à des ratios de concentration ayant été démontrés in vitro, comme pouvant apporter au moins un effet additif, au mieux un effet synergique. La synergie, pour autant, est connue pour être obtenue en associant certains antibiotiques, en particulier les antibiotiques qui interagissent avec la paroi de certaines bactéries, telles que les bêta-lactamines, qui, associés à d'autres antibiotiques comme les aminosides, permettent de faciliter leur pénétration au sein de la même bactérie. Cette association est connue pour être synergique. On connaît également l'association des sulfamides et du trimethoprim qui, en interagissant au même niveau dans une chaîne métabolique bactérienne, permettent d'obtenir cet effet synergique. Cette synergie est donc liée plus à un mécanisme d'action propre à l'antibiotique qu'à des considérations de comportement bactériologique. La synergie, quand est-ce qu'on pourrait essayer de l'obtenir ? Évidemment, on pourra toujours tenter d'avoir une synergie lorsque l'on suspectera une bactérie faiblement sensible, voire multirésistante, dans le cadre en particulier également d'infections sévères, mais aussi lorsque la localisation des sites infectieux peut être délicate pour l'antibiotique, mais aussi pour le système immunitaire. J'en viens donc à l'intégration de critères pharmacocinétiques dans la justification du recours aux associations. Le critère fondamental pharmacocinétique pour un antibiotique pour avoir une efficacité est que ce dernier arrive au foyer infectieux. Il est donc indispensable, lorsque l'on considère une association, que ces deux antibiotiques puissent arriver simultanément au foyer infectieux, et ce, toujours à des rapports de concentration intéressants, en particulier si l'on souhaite obtenir une synergie. Aucune étude in vivo ne permet de prédire l'arrivée de ces deux antibiotiques à ces ratios de concentration. Si l'objectif n'est plus d'obtenir une synergie, mais par contre de permettre aux deux antibiotiques d'atteindre des foyers infectieux différents, le problème de la pharmacocinétique intervient bien moindre et nous pourrions choisir alors des antibiotiques ayant des modalités de distribution un peu différentes. Qu'en est-il de la dose ? Faut-il adapter la dose aux associations? A-t-on des données là-dessus? À l'heure actuelle, les modèles PK/PD permettent de choisir des schémas posologiques adaptés dans la prescription d'un antibiotique et de prédire l'efficacité de cet antibiotique. À ma connaissance, aucune étude pharmacocinétique associée à la pharmacodynamie ne permet d'établir des schémas posologiques pour une association d'antibiotiques. Parmi les autres critères permettant de justifier le recours aux associations figure celui de la toxicité. Il n'est clairement pas envisageable de diminuer la toxicité d'un des deux antibiotiques en l'associant avec un autre, puisque comme tout autre médicament, le risque d'interaction médicamenteuse peut exister. Ce risque sera d'autant moins important que ces antibiotiques auront un métabolisme hépatique faible, qu'ils ne seront pas ou peu inducteurs ou inhibiteurs enzymatiques et que leur marge thérapeutique est suffisamment large. Est-ce que l'on peut également envisager de diminuer les doses? Compte tenu de tout ce que je viens de dire au préalable, l'association d'antibiotiques, même si la tentation serait de pouvoir diminuer les doses et d'espérer d'avoir un effet synergique, n'est pas raisonnable en l'absence de données validées cliniques. Enfin, une dernière stratégie pourrait être d'envisager de réduire la durée du traitement dès lors qu'un effet synergique peut être envisagé. Cette réduction du traitement est envisagée notamment en médecine humaine dans certaines circonstances pathologiques, mais encore une fois, en médecine vétérinaire, aucune étude ne permet de valider cette hypothèse. En conclusion, les risques d'utiliser une association sont à peu près les mêmes que ceux lorsqu'on utilise un seul antibiotique.
Il peut arriver que l'association puisse favoriser l'émergence de bactéries résistantes ou en tout cas favoriser le transfert de mécanismes de résistance au travers d'un élargissement du spectre, par exemple. Les risques d'échec thérapeutique peuvent également exister si l'association est mal choisie et si, par exemple, un effet antagoniste est obtenu. Et bien sûr, comme cité précédemment, les risques de toxicité liés à l'association de deux molécules pharmaceutiques. En résumé, compte tenu du fait qu'il y a peu d'études cliniques permettant de valider les associations d'antibiotiques, elles restent la plupart du temps empiriques. Elles sont en plus dépendantes du couple antibiotique et bactéries, puisque les résultats obtenus in vitro des associations sont souvent liés à une espèce bactérienne et à un couple donné d'antibiotiques, et que le choix des associations dépend également de l'affection. Les conditions, il est important de se rappeler qu'associer des antibiotiques va rester limité à 2 molécules, qu'il n'est pas envisageable non plus d'associer ces 2 molécules dans la même seringue, mais plutôt dans 2 injections ou 2 administrations différentes, qu'on aura tendance plutôt à les réserver dans le cadre d'infections graves et ou d'infections polymicrobiennes.